Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, très content d'être de retour pour un autre épisode. Et aujourd'hui, c'est un épisode que j'avais très hâte de vous présenter parce que c'est un épisode spécial en collaboration avec mon partenaire officiel du podcast pour l'année 2024, soit Overview. Et j'ai reçu, c'était tout naturel de recevoir la fondatrice d'Overview, Amélie Desgagnés, qui est physiothérapeute également dans la région de Québec. Et Amélie, avec elle, on a parlé de pratiques basées sur les données probantes. Donc, si vous êtes physiothérapeute, vous êtes professionnel de la santé, aujourd'hui, on fait une masterclass A à Z de pourquoi c'est important la pratique basée sur les données probantes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique et concrètement, comment on peut se rapprocher de ça avec des petits pas des fois et des plus grands pas pour certains qui voudraient prendre de plus grandes bouchées. Si vous êtes patiente du grand public, plus intéressé du podcast pour en apprendre davantage sur tout plein de sujets en santé, mais aujourd'hui, c'est votre chance d'avoir un petit regard sur le monde de la recherche, dans le monde de la physiothérapie et de la santé et surtout, pourquoi il y aurait un intérêt de chercher à trouver des professionnels de la santé pour nous aider qui, eux, visent eux-mêmes à pratiquer selon les données probantes. Donc, vous allez voir qu'il y a un intérêt, même si vous n'êtes pas physiothérapeute ou professionnel de la santé, pour mieux comprendre les défis avec lesquels on doit jongler à travers notre pratique comme physiothérapeute et de naviguer le monde de la recherche, le monde de la pratique et d'essayer de toujours donner les meilleurs soins possibles. Donc, voilà, je suis très content de vous présenter cet épisode-ci aujourd'hui et pour toutes les informations en lien avec Overview, allez dans la description de l'épisode du podcast. Vous allez évidemment pouvoir en apprendre plus en consultant leur site web, par exemple. Et sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette super belle conversation avec la physiothérapeute Amélie Desgagnés. Le podcast est présenté par Overview. C'est une plateforme en ligne pour les professionnels de la santé où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Donc, tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine. En quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. C'est une ressource fiable, innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques, chose que je valorise grandement personnellement comme physiothérapeute dans mon travail. En plus, Overview, c'est une entreprise menée par une jeune physiothérapeute inspirante ici même au Québec qui veut faciliter la vie des professionnels pour avoir une pratique basée sur les évidences scientifiques. Si tu veux une réduction de 10% sur l'abonnement individuel, tu peux utiliser le code SANTE10, S-A-N-T-E 10, et tu peux aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Alors, on est parti avec Amélie Desgagnés de Overview. Comment ça va? Ça va très bien, très content d'être ici aujourd'hui. Ben oui, moi aussi. Merci d'avoir pris le temps de te déplacer. Tu viens de Québec, la belle région de Québec. J'ai été là quand même souvent dernièrement. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est passionnant pour nous deux, évidemment. On va parler de physio, mais on va parler aussi de pratiques basées sur les données probantes. On va parler de science, on va parler de formation continue, de l'importance autant comme professionnel de la santé que comme patient ou consommateur de soins de santé, de s'intéresser à qu'est-ce que la science nous permet d'apprendre sur les meilleures pratiques, de s'inspirer des meilleures pratiques pour nos conduites. En termes de pratique, nous, c'est comme physio, mais ça pourrait être en médecine, ça pourrait être en médecine dentaire, etc. Puis, je te reçois parce que on fait un épisode spécial aujourd'hui. Overview, c'est le partenaire officiel de Parle-moi de santé pour cette année. Et tu es la fondatrice d'Overview. On va, tu sais, tranquillement, à travers l'épisode, on apprendra aux gens, grosso modo, pour les gens qui ne connaissent pas Overview déjà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à fonder cette plateforme-là, ce projet-là qui est rendu plus grand qu'un simple projet. Mais peut-être avant de se lancer dans le vif de la discussion, juste de nous faire un petit topo de ton parcours professionnel comme physio, qu'est-ce qui t'a amené aussi vers ce projet-là. Puis après ça, on se lancera dans le vif de la discussion. Super. Dans le fond, moi, j'ai fait mon continuum baccalauréat maîtrise en physiothérapie à l'Université Laval. Dès que j'ai gradué, là, j'ai commencé à travailler en clinique privée, là, à Physio Interactive, c'est des cliniques à Québec. Puis après, dans le fond, ma graduation, j'ai entrepris une autre maîtrise, plus de recherche en physiothérapie toujours. C'était pas assez une maîtrise, dans le fond. Tu voulais une deuxième maîtrise. Ouais, exact. Ça manquait un peu de recherche à mon goût, là, fait que j'en ai fait une autre plus à saveur recherche. Ouais. Puis c'est vers la fin de cette maîtrise-là là, que je voulais vraiment
rapprocher un peu plus la clinique puis la recherche. Puis c'est comme ça, dans le fond, que Overview, l'idée s'est développée. Puis, dans le fond, en ce moment, ça ressemble à quoi, tu sais, disons, la séparation de ton temps entre l'aspect clinique, l'aspect... J'ai vu que aussi tu as travaillé un petit peu en recherche, là, je ne sais pas si c'est encore le cas, puis le temps que tu consacres à ton entreprise qui est Overview. Ouais, c'est pas mal du moitié-moitié là, ces temps-ci. Là. Fait que je fais la moitié de clinique, Ouais. puis je fais la moitié d'Overview. Je contribue aussi un peu en tant que chargée de session clinique là, à l'Université Laval, fait qu'un peu en enseignement. C'est des petits contrats là, une fois par année à peu près. Là, fait que ça aussi, ça me fait plaisir de partager mes connaissances puis de contribuer à l'éducation des prochains physios, dans le fond. Ouais, puis de aussi transmettre ta passion envers la pratique basée sur les données probantes. Exact. Fait qu'avant de définir certains termes pour bien comprendre la discussion d'aujourd'hui, on fait le podcast aujourd'hui s'adresse peut-être un peu plus aux professionnels de la santé ou aux physios spécifiquement, mais vraiment les professionnels de la santé en général. Mais aussi, je précise aussi que les gens du grand public peuvent trouver leur compte dans l'épisode, dans le sens où ceux qui valorisent l'utilisation de la science, l'utilisation des données probantes, de la recherche dans les soins de santé, vont un peu comprendre c'est quoi notre vision, notre perspective sur cette pratique-là, puis aussi comment on fait pour naviguer ce défi-là qui est d'être clinicien, clinicienne dans notre domaine en physio ou dans soins de santé et de continuer à se tenir à jour, de continuer à être au courant de ce que la recherche nous permet d'avancer en termes de connaissances dans le but toujours d'avoir les meilleures pratiques possibles pour, disons, la santé publique générale. Fait que, lançons-nous dans le vif du sujet. Peut-être, il y a beaucoup de termes, puis j'ai réalisé aussi à travers les différents épisodes de podcast, des fois, c'est des termes que je lance à gauche, à droite, en prenant pour acquis que des fois les gens connaissent ces définitions-là, mais peut-être juste pour s'assurer qu'on part sur les bonnes bases, il y a certains termes qui vont revenir beaucoup aujourd'hui qu'on voudrait définir. Fait que le premier, c'est le concept de la littérature scientifique. Fait que peut-être juste dis-nous brièvement, sommairement, qu'est-ce que c'est la littérature scientifique? Quand on parle de ça, on veut dire quoi? Quand il y a de la recherche qui est faite, puis on veut transmettre nos résultats, ben là, de la manière que c'est fait, c'est en publiant un article. Fait que c'est la somme de ces articles-là, dans le fond, qui équivaut, dans le fond, à la littérature scientifique. Fait que là, tu as plusieurs groupes d'articles. Puis là, je pense pas qu'on s'embarque là-dedans tout de suite. Là. Pas nécessairement spécifiquement, mais il y a plein de types d'articles qui vont répondre à différentes questions qu'on pourrait se poser. Oui, exactement. Fait que, tu sais, la couche de base, ben, c'est ton article de recherche original. Fait que ça, c'est mené par des chercheurs, puis ça a une structure typique, là, avec une introduction, une méthodologie, résultats, discussion, puis conclusion. Ceux qui ont fait des laboratoires au cégep en chimie, en physique, en biologie, c'est exactement ça qu'on faisait. En plein ça. Fait que c'est exactement ça que tu fais, mais sur un domaine un peu plus spécifique. Fait que tu vas aller chercher des nouveaux résultats, des nouvelles données, des nouvelles découvertes dans un domaine spécifique. Ton deuxième niveau dans ta littérature scientifique, c'est plus tes revues systématiques, tes méta-analyses, tes guides de pratique clinique aussi, ça rentre là-dedans. Fait que tes revues systématiques, ça utilise une méthode rigoureuse, puis le but, c'est d'aller identifier, évaluer puis synthétiser un groupe d'études qui a été fait sur un sujet en particulier. Ta méta-analyse, ça ressemble beaucoup, mais à la place de simplement répertorier puis aller chercher les résultats, ben, ça va utiliser des tests statistiques, par exemple, pour plus combiner tes données quantitatives puis arriver à des résultats encore plus forts. Fait que ce deuxième niveau de littérature-là, il est intéressant parce qu'il te permet d'avoir un niveau de preuve qui est plus élevé. Mm-hmm. Il te permet d'avoir plus de fiabilité, de réduire tes risques parce que justement, tu as combiné plusieurs études individuelles ensemble. Fait que c'est comme ton deuxième groupe. Puis là, tu as tes guides de pratique clinique, là, qui est pas mal dans le deuxième groupe aussi, que ça, comme le nom l'indique, ben, l'objectif, c'est de guider la pratique clinique. Fait que c'est vraiment fait par des groupes d'associations, par des comités d'experts qui vont aller se fier sur la littérature scientifique. Fait que sur tes articles originaux, tes revues systématiques, tes méta-analyses, puis qui vont émettre des recommandations pour guider la pratique clinique. Exact. Puis nous, en clinique, en général, dans un monde idéal, on se fie beaucoup là-dessus, entre autres pour guider les pratiques. Fait que, par exemple, à chaque temps d'année, il va y avoir un guide qui va sortir sur la tendinopathie du tendon d'Achille. Puis là, les cliniciens, ils peuvent voir un peu c'est quoi les meilleures recommandations à jour sur les bonnes pratiques pour la prise en charge de différentes pathologies. En plein ça. Puis, tu sais, dès qu'on parle de littérature scientifique, il y a tout le temps un processus rigoureux, là, quand même, là, pour soumettre ça. Là, fait qu'un processus de publication. Fait que tu pars avec, justement, ton article que tu écris, que tu vas soumettre à une revue scientifique, qui va être revue par un comité par les pairs, qui va être révisé, accepté ou non. Puis, s'il est accepté, ben là, tu vas pouvoir publier puis être là-dedans.
Exact. En général, une revue, en fait, une étude qui est publiée a été révisée, a été non seulement produite par une équipe de recherche, mais elle est révisée par des gens qui sont indépendants à la recherche pour justement proposer des correctifs, des modifications. Fait que c'est comme une façon d'assurer, disons, la qualité de la recherche qui est publiée. Exact. C'est drôle parce que, petite anecdote, quand j'étais en première année d'université, il y a un prof qui parlait de la littérature. Il parlait tout le temps de ça, mais on n'avait jamais défini ce que c'était. Et moi, je comprenais pas pourquoi il continuait à parler de littérature comme au cégep, dans le sens comme l'époque romantique, puis les courants littéraires qu'on avait appris au cégep. Fait que bref, maintenant, je comprends c'est quoi la littérature scientifique, mais je le définis pour les gens qui n'ont peut-être pas cette notion-là. Super. Fait que là, si on parle de données probantes, souvent les gens ils vont lancer ça à gauche, à droite. Ah, on se fie sur les données probantes, il faut regarder les données probantes pour dicter telle conduite. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de données probantes? On veut dire quoi? Une donnée probante, c'est une information qui va être tirée d'un article scientifique, par exemple, puis qu'on va y accorder une confiance importante, que c'est un résultat qui est vraiment fiable, qui a été reproduit, etc. Puis c'est pour guider la pratique clinique aussi. Fait que, tout résultat tiré d'un article scientifique n'est pas nécessairement une donnée probante. La donnée probante, il faut vraiment que ça soit tiré d'un article de haute qualité. Là. Donc, quand il y a des constats qu'on est capable de faire avec un certain degré de confiance, par exemple parce qu'on l'a répété plusieurs fois puis qu'on arrive toujours au même résultat, là, on est capable de transformer ce résultat-là en données probantes, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer de façon forte pour dire que c'est un résultat qui est réel. Exact. Fait que, par exemple, la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Ça, à un moment donné, c'était peut-être pas une donnée probante, puis maintenant, on sait que c'est une donnée probante. Exact. Super. Puis là, si on définit le dernier terme, qui est la pratique basée sur les données probantes, ça, on s'intéresse beaucoup aux personnes qui pratiquent la médecine ou la physiothérapie. Qu'est-ce qu'on entend par pratique basée sur les données probantes? En anglais, ils vont parler de Evidence-Based Practice ou EBP. Mm-hmm. Ça a beaucoup été défini, puis c'est vraiment super intéressant comme concept. C'est beaucoup utilisé dans les dernières années aussi. C'est l'intégration de 3 choses différentes ensemble. Fait que c'est l'intégration des meilleures pratiques, fait que des meilleures données, de toutes les données probantes récentes. Fait que ça, c'est ton premier concept. De l'expertise clinique, fait que du professionnel de la santé, puis des préférences du patient. Fait qu'en intégrant les 3, puis en faisant en sorte que ça fournisse, dans le fond, des soins optimaux, c'est ça, ta pratique basée sur les données probantes. Puis ça, c'est un concept que je crois je sais pas si je pense que la définition, elle a évolué, là, où on la définit beaucoup mieux. Parce qu'avant, on avait l'impression qu'il fallait vraiment être guidé que par des notions qui ont été démontrées scientifiquement dans des articles rigoureux, alors que des fois, il y a des choses qui sont plus difficiles à démontrer. Puis l'expertise clinique, qui est comme disons, un bagage empirique permet quand même de nous donner certaines notions, à savoir, il y a des choses qui fonctionnent mieux, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, les trucs qu'on trouve aussi avec l'expérience. Puis l'expérience clinique a vraiment une grande valeur, en tout cas précisément dans notre champ de pratique comme physiothérapeute, pour nous donner, disons, un bagage beaucoup plus intéressant pour prendre en charge les patients. Exactement. Puis, les préférences du patient aussi, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai beau bâtir le meilleur programme, le meilleur plan de traitement pour un patient en particulier basé sur les données probantes puis mon expertise clinique, si ça ne correspond pas aux valeurs, aux préférences, aux attentes du patient, puis qui n'est pas réalisé, mon plan, il ne sert à rien. Oui, absolument. Puis les croyances aussi, à rentrer là-dedans, c'est comme un espèce d'hybride entre les croyances, les préférences des patients, leurs attentes, leurs objectifs, puis il faut comme trouver le meilleur des deux mondes, ou en fait, il faut trouver l'équilibre parfait entre ce que nous, on pense qui est la meilleure solution pour le patient et ce que lui aimerait, veut atteindre comme objectif et ce que lui pense avoir besoin. Fait que des fois, ça peut... ça nous demande de naviguer des défis en clinique puis d'avoir des bons outils pour la communication avec les patients, qui est une des choses que j'aime beaucoup dans notre métier, là, cette espèce d'équilibre à faire. Exactement. Ça demande beaucoup de collaboration entre la personne qui vient consulter puis le professionnel de la santé. Fait que ça, c'est super intéressant. Oui, absolument. Quand on a une profession comme la physiothérapie, c'est quoi, selon toi, le rôle des données probantes dans une profession comme la physio qui étudie dans la faculté de médecine à l'université, qui se positionne comme une profession qui est scientifique, qui pratique selon les meilleures données, qui essaie d'intégrer vraiment la littérature scientifique dans la pratique en recherche aussi. Toi, quel rôle tu identifies des données probantes envers notre profession ou dans notre profession?
C'est super important pour, entre autres, assurer une qualité de soins la plus optimale possible. T'sais, en étant au courant de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne un peu moins bien, de ce qui est connu puis ce qui est un peu moins connu aussi, ça te permet de te guider dans ta pratique puis d'offrir vraiment les meilleurs soins à ton patient. Fait que ça, c'est la première des choses. Mhm. Ça permet jusqu'à un certain point de favoriser une cohérence des soins, de standardiser un petit peu ce qu'on offre justement dans l'optique de donner le meilleur, dans le fond, aux patients aussi. Puis ça permet d'optimiser aussi l'utilisation des ressources. Tu sais, moi, si en termes de temps ou en termes de ressources matérielles, il y a des choses que je sais qui valent plus la peine, qui sont plus efficaces, qui ont été plus démontrées versus d'autres, bien là, ça va m'orienter aussi beaucoup dans ma prise de décision, tu sais. Mais ça, c'est un bon point. Puis dans le. Tu sais, au-delà des articles scientifiques, des fois, il y a la notion de ce que tu apportes, c'est le fameux risque-bénéfice, coût-bénéfice. Puis le coût, il ne se mesure pas juste en argent, mais il se mesure en temps aussi. Fait qu'à savoir, une intervention, si ça prend, je sais pas moi, 1 heure de temps par jour au patient pour un petit bénéfice, alors qu'il y a quelque chose qui peut donner le même bénéfice avec 5 à 10 minutes, ben, le ratio n'est pas le même. Même si les deux, au final, apportent la même quantité d'amélioration d'une condition, ben, il faut considérer ce ratio-là. Puis le coût en argent aussi, dépendamment de quel type de soins ou de modalité de traitement on peut offrir, ça peut autant nécessiter un nombre de rendez-vous de suivi X ou un achat de matériel ou un achat de quelque chose. Puis ce ratio-là est aussi à considérer quand on parle de, disons, standardiser la qualité puis la qualité des soins qu'on offre. Mais oui, définitivement. Puis, tu sais, au-delà de, tu as parlé aussi de standardiser la pratique, d'avoir un peu un des défis pour les gens, c'est des fois de voir différents professionnels de la santé puis se faire dire différentes choses. Fait que, puis ça peut arriver même pour 2 physiothérapeutes, 2 médecins. Donc, quel rôle tu vois la littérature, les données probantes jouer dans peut-être réduire un peu ce phénomène-là d'avoir trop de courants divergents ou trop de réponses différentes à la même question? Tu sais, la physiothérapie, nous, à l'université, je sais pas si ils vous ont sorti cette citation-là aussi, disait que c'est un mélange de science puis d'art. Ouais. Fait que tu sais, il n'y a jamais une réponse toute tracée pour tout patient, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il va tout le temps avoir des choses qui vont être faites différemment, que tu vois un thérapeute ou l'autre, puis c'est une bonne chose, dans le fond, tu apportes ta propre couleur, puis tu prends en compte la couleur du patient aussi, puis là, on mélange ça, ça fait de la collaboration, puis ça fait un plan de traitement adapté puis individualisé. On veut quand même réduire un petit peu puis que ça soit un peu plus standardisé dans le sens qu'on veut que la prise en charge elle soit appuyée sur quelque chose de solide. Que ça soit pas juste sur des intuitions personnelles ou sur des « Ah, traditionnellement, on fait telle chose ». Ou mais des plus préférences. Exactement. Tu sais, sur ce qui a été prouvé qui fonctionne bien puis ce qui fonctionne moins bien aussi. Tu sais, à mon avis, moi, je le vois un peu comme une pyramide. Là, mettons, pour les différents articles scientifiques, on a une pyramide des évidences. On a des articles qui nous permettent d'avoir des conclusions un peu plus solides que d'autres. Mais dans la standardisation de la pratique, moi, je le vois un peu aussi comme une pyramide, dans le sens que dans un monde idéal, les blocs en bas de la pyramide, qui sont, disons, les fondements les plus importants pour la réadaptation des blessures, devraient être similaires entre les clients, entre les cliniciens et les cliniciennes. Dans le sens que on sait que pour régler à peu près n'importe quel problème musculo-squelettique, quand on parle de blessure-douleur, ben, l'éducation, l'explication de la pathologie, rassurer le patient, bien lui expliquer pour qu'il comprenne, puis favoriser l'auto-prise en charge avec des stratégies d'autogestion, exercices, conseils, etc., de coacher par rapport au dosage de certaines activités. T'sais, on sait que ça, c'est pas mal le gros bloc le plus important. Fait que si tout le monde fait ça, après ça, on peut ajouter là-dedans de la thérapie manuelle. Il y en a qui pourraient vouloir faire des aiguilles sous le derme. Il y en a qui vont vouloir faire plus du relâchement musculaire / massothérapie. Il y a plein appelons ça en guillemets des modalités là, de traitement, plus de thérapie manuelle ou thérapie passive, qu'il y en a qui vont avoir différentes préférences par rapport à ça. Mais si la base solide est bien faite par tout le monde, après ça, ce que les gens décident d'ajouter, ben, tant qu'il y a un raisonnement plausible puis qu'il y a certaines évidences qui disent que ça pourrait avoir un bénéfice quand ça concorde avec les valeurs du patient puis que le patient a l'impression que ça lui donne un bienfait, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Là. J'aime vraiment ton analogie de la pyramide, justement. C'est vraiment ça, qu'au moins ça soit solide, que tu reconnaisses que c'est une pyramide, puis après, ben, tes étages de plus, tes bonus de plus, ben, tu les ajouteras en fonction de ça. Ouais, je pense que des fois, c'est juste, j'ai l'impression que la pyramide est inversée pour certaines personnes, puis que
par exemple, les aiguilles ou l'électrothérapie ou les autres, les modalités qui ont peut-être pas la plus grande impact sur les gens vont le mettre comme étant leur bloc fondateur de la prise en charge, alors que des choses beaucoup plus intéressantes à faire avec le temps en premier lieu, puis qu'ensuite on peut rajouter, une fois que la base est bien faite, moi ça me dérange pas vraiment ce que les gens choisissent de faire en termes de thérapie combinée, là, d'avoir plusieurs modalités de traitement en même temps. Dans la mesure où on a comme au moins une plausibilité puis un raisonnement logique, t'sais. Dans le sens que je ne vais pas allumer des chandelles avec une petite énergie pour aider le patient qui a mal au dos. Ah, définitif. Puis, tu sais, pour les physiothérapeutes qui nous écoutent ou les professionnels de la santé, c'est quoi les différents moyens qui s'offrent à nous pour essayer de se tenir à jour? Parce que c'est un des défis qu'on a, de se tenir à jour sur la recherche qui avance, sur les meilleures pratiques. Puis, c'est difficile de ne pas rester ancré dans nos habitudes. Donc, c'est quoi les différents niveaux d'implication possibles ou les différentes offres, opportunités qui s'offrent aux gens pour maintenir leur niveau de compétence et de connaissance au fur et à mesure que la recherche évolue? Mm-hmm. Il y a plusieurs possibilités. Puis si on commence avec, par exemple, le plus facile ou le premier niveau, par exemple, je pense que ça passerait vraiment avec des podcasts puis des webinaires. Mm-hmm. Pas tout podcast n'est bon à écouter non plus. Il faut s'assurer que c'est une source valide quand même avec des professionnels de la santé, par exemple. Mais ça, je pense que ça se consomme super bien au quotidien. C'est pas trop lourd. Le format passe bien, là. Fait que ça, je pense que ça serait le premier niveau. On peut quand même s'abonner à des infolettes intéressantes aussi, là, que ce soit des infolettes, par exemple, d'associations québécoises, canadiennes de la physio, de l'ordre, de regroupements importants. Il y a des associations qui offrent des belles ressources par rapport à ça. Ça te permet de guider un peu parmi la dernière recherche, parfois. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Ouais, puis tu sais, les infolettes, souvent, les gens qui sont bien connus comme des experts dans certains domaines, souvent ont développé en parallèle leur programme de formation continue et ont une infolette. Fait que tu sais, je pense par exemple à Alison Grimaldi, qui est une physiothérapeute qui fait beaucoup de recherches cliniques sur la hanche. Ben, elle a une infolette, je suis abonné, puis à chaque mois, je reçois la nouvelle recherche sur les problèmes de hanche. On pense à la clinique du coureur avec leur infolette, tout ce qui est sur la course à pied, ils vont mettre à jour en envoyant régulièrement de l'information comme ça. Pourquoi ne pas parler de l'infolettre d'Overview, évidemment? Mais en fait, c'est drôle parce que récemment, je t'avais écrit puis je t'avais dit chaque article que tu proposes de lire dans l'infolette, c'est toujours un article que j'ai lu dernièrement. Fait que comme quoi on est aligné sur les intérêts des différentes recherches. Exact. Mais tu sais, c'est le genre de choses qui rentrent dans ton courriel. Tu cliques, tu regardes, puis à la limite, tu fais juste lire le résumé de l'article qui te donne déjà une tête sur les questions de recherche qui sont posées puis les différents résultats qu'il peut avoir. Puis des fois, il y a des synthèses dans le fond de ces articles-là. Fait que les gens, ils vont faire dans des infolettes une espèce de résumé d'article. Fait qu'ils vont dire, bon, voici ce qu'ils ont fait, c'était quoi la question de recherche, on a trouvé tel résultat, donc voici les conclusions à tirer pour la clinique. Arrêtez de faire 1, 2, 3, continuez à faire ceci, puis voici le nouveau type d'exercice, par exemple, qui pourrait être recommandé. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Exactement. Ça permet d'avoir une petite notification qui est là une fois de temps en temps, pas trop tannante, que tu peux screener, dépister rapidement, voir, OK, ça m'intéresse-tu? Est-ce que c'est un sujet que je pratique, par exemple, à la clinique ou pas? Puis de dire, OK, il y a peut-être de la nouveauté à cet endroit-là, fait que oui, je vais prendre le temps aujourd'hui ou demain, je me garderai un petit peu plus de temps, mais au moins, je suis comme au courant qu'il y a de quoi de nouveau dans cette pathologie-là ou pour cette intervention-là. Ouais, fait que moi, j'invite généralement les gens à identifier des experts clés dans différents domaines de la physio ou de la médecine, peu importe le champ qui nous intéresse, et à s'abonner à leur infolette pour avoir une source assez régulière d'informations qui rentrent. Puis des fois, l'information, il y en a juste trop, puis on peut filtrer, mais au moins, ça nous permet d'avoir tout le temps des petits rappels, comme tu dis, avec des opportunités d'apprentissage qui sont un peu comme de l'apprentissage rapide. C'est comme une petite dose d'apprentissage. On n'a pas besoin de se prendre une demi-journée pour lire des articles scientifiques. Exactement, puis ça rentre automatiquement. T'es pas obligé d'aller ouvrir PubMed, d'essayer de lancer une stratégie de recherche puis de screener par toi-même, tu sais. Ouais. Fait que ça fait vraiment bien. Pour faire le lien, les médias sociaux, ça peut quand même beaucoup aider aussi. C'est facilement consommable aussi, directement sur le cellulaire. Puis là, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de bruit. pseudosciences aussi. Ouais, il y a beaucoup Ouais. de bruit aussi. Mais avec un screening qui est bien fait, vraiment d'aller sélectionner des experts reconnus dans un domaine, qui sont impliqués en recherche puis en clinique, il y a vraiment du contenu intéressant là-dessus aussi. Ouais. Puis, tu sais, oui, il y a les Instagram de ce monde, mais tu sais, il y a les Twitter, il y a les LinkedIn aussi. C'est Ouais, super absolument. des belles ressources. Ça. Ouais, quoique Twitter, là, avec le changement vers la nouvelle plateforme X, Ouais. l'algorithme a changé, puis on dirait que ça devient moins intéressant, mais Twitter, c'était, tu sais, je dirais, il y a 2 ans, c'était mon réseau social numéro 1 pour consommer de l'information parce que tous les chercheurs étaient là-dessus, partageaient l'information. Fait que, quoique là, je pense qu'il y a comme Instagram ont un fil là, qui ressemble à Twitter, là, ça s'appelle comment donc Threads, je ouais. crois. Bref, je crois que ça, mais je suis pas là-dessus encore, là, mais je pense que c'est quand même intéressant. Je sais pas si les chercheurs sont là-dessus aussi, mais bref, un peu comme les infolettes, si tu suis les bonnes personnes sur les réseaux sociaux, ça peut être très, très, très intéressant et assez facile de consommer de l'information. Exactement. Fait que ça, je pense que ça rentre dans cette catégorie-là aussi. Ouais. Un des défis là-dedans que je trouve, puis j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus, pour l'automne, pour le mois de novembre 2024, je prépare une présentation que je vais présenter à un congrès, puis j'ai lu, c'est entre autres en lien avec les professionnels de la santé puis l'utilisation des médias sociaux pour leur propre pratique et pour enseigner aux patients aussi. Puis il y a quand même beaucoup de littérature qui s'intéresse à ça dernièrement, c'est-à-dire dans la population, comment les gens consomment l'information en soins de santé en ligne. C'est énorme, là, la quantité d'informations que les gens consomment. Et il y a beaucoup déjà des revues systématiques sur les risques, les bénéfices, puis un peu comme les désavantages ou disons les limites de l'utilisation d'Internet puis des médias pour nous-mêmes s'informer sur la santé. Mais il parle aussi des professionnels de la santé qui utilisent les médias sociaux autant pour partager l'information que pour en consommer. Puis, tu sais, ce que ça souligne, c'est évidemment les points positifs qu'on vient d'aborder, mais pas les dangers, parce que danger, c'est un mot qui est fort, mais l'angle mort qu'il faut garder en tête que tout dépend de la personne que tu suis. Fait que, tu sais, faut identifier les personnes crédibles, les vrais experts d'un domaine, parce que n'importe qui maintenant peut se créer une plateforme. N'importe qui peut se créer une plateforme sur les réseaux sociaux et faire de la vulgarisation scientifique. Fait que d'où l'importance de d'avoir un bon esprit critique pour avoir un filtre là-dessus. Exactement. Tu sais, s'assurer que, par exemple, en physiothérapie, ben, la personne, c'est un physiothérapeute, tu sais, qui fait partie d'un autre professionnel. Est-ce qu'il est un petit peu impliqué en recherche? Est-ce qu'il va publier aussi? Est-ce que le contenu qu'il partage, c'est du contenu qui est intéressant pour moi aussi? Fait qu'il faut faire attention. Puis c'est vraiment de la sélection. Fait qu'on avait différents niveaux. On est parti de ce qui est plus comme podcast, webinaire, facile à consommer. Ensuite, on a les infolettes, les médias sociaux. Ensuite, ce serait quoi les autres niveaux, disons, un peu plus, appelons ça niveau un peu plus avancé de type de formation ou de façon de poursuivre les apprentissages? Tout type de formation continue a quand même une bonne partie dans les données probantes aussi. Ouais. Fait que ça soit vraiment de la formation post-graduée, par exemple, que ça soit du extracurriculum aussi. Ça, je pense que ça peut rentrer en bonne partie là-dedans. C'est plus demandant en termes de temps, en termes Évidemment. de ressources matérielles aussi, souvent. Financière aussi. Exactement. Ça coûte de l'argent. Exact. Fait que, tu sais, plus, peut-être moins accessible directement, mais c'est quand même très utilisé. Faut aussi penser à toutes les conférences puis les congrès, hein, que des fois, comme clinicien, on assiste un peu moins, là, mais que c'est vraiment des sources d'informations intéressantes pour se tenir au courant sur plusieurs sujets différents aussi. Oui, absolument. C'est comme le regroupement, on dirait, des chercheurs souvent, mais il faudrait que ça devienne le regroupement des cliniciens intéressés par la recherche aussi. Tu sais, moi, Physio 360, pour le nommer, qui est comme le congrès annuel de physiothérapie organisé par l'Ordre, pour moi, c'est une date à l'agenda. Là. Ça se manque pas, cet événement-là. Tu sais. Fait que oui, évidemment, puis il y en a plein des congrès, fait qu'on peut sélectionner selon nos intérêts cliniques, selon nos intérêts de pratique aussi. Exactement. Puis, tu sais, c'est le fun parce que tu as la proximité avec la personne qui a écrit le papier derrière. Fait que ça te permet de réseauter, de poser tes questions directement, de t'informer sur un sujet particulier. Absolument. Fait que cette proximité-là est super intéressante aussi. Puis après ça, on aurait le niveau, appelons ça le niveau Jedi, qui serait la lecture d'articles scientifiques. Exactement. Mais ça pose quand même quelques défis. Ouais. Tu sais, moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, parce que à l'école, en physio au Québec, on a une maîtrise en sciences. Donc, on est formé pour lire et analyser des articles scientifiques. Mais si on est bien honnête, quand on gradue, on n'est pas très bon à lire et analyser des articles scientifiques. À moins qu'on fasse de la recherche ou qu'on fasse une deuxième maîtrise comme toi où tu t'es vraiment beaucoup plus centralisé là-dessus pour mieux comprendre ce monde-là puis comment l'analyser.
sais, moi, comme clinicien, j'en lis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles. Puis je me considère comme bon, mais sans plus, tu sais, pour lire et analyser des articles. Des gens qui font de la recherche, des chercheurs qui publient, tu sais, sont des niveaux en avance par rapport à moi, là, par rapport à la lecture et l'analyse d'articles. Fait que c'est un défi, cette étape-là, disons, dans la formation continue. Fait que toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? L'épisode d'aujourd'hui est présenté spécialement par Overview et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai Amélie de Overview qui est avec moi. On vient tout juste d'enregistrer cet épisode spécial collaboration entre Overview et Parle-moi de santé. Et Amélie, veux-tu nous parler d'Overview? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert dans la vie comme physiothérapeute ou clinicienne? Overview, là, c'est un site Internet qui synthétise tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Il y a un essai gratuit dans le fond d'1 semaine là, pour tout le monde qui veut explorer puis découvrir cet nouvel outil-là. Puis, il y a des abonnements de 3 mois ou de 12 mois aussi qui est possible. Dans le fond, vous pouvez avoir accès à Overview directement sur le site Internet, puis ça va être dans la description en bas de l'épisode. Exactement. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin de l'épisode, il y a une petite promotion spéciale qui va être d'une durée très limitée. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin de l'épisode. Je pense que c'est important, mais que c'est pas réaliste à faire à tous les jours. Là. Après ta journée de patient de 7 heures, là, c'est pas réaliste d'aller dire « OK, je vais prendre un 30 minutes, une heure pour aller sur PubMed puis explorer un peu ce qu'il y a là-dedans. Mm-hmm. » Fait que je pense que c'est moins accessible, puis oui, on est moins outillé, puis on a beaucoup de travaux à l'université, par exemple, que là, il faut aller chercher dans les bases de données, identifier des articles. Mais ensuite, si tu n'entretiens pas ces compétences-là puis que tu ne vas pas les pratiquer quotidiennement, ou en tout cas à chaque semaine, fréquemment, ben c'est facile à perdre là, quand tout même. À fait. Puis là, après, tu perds ta confiance, tu oublies un peu comment chercher, fait que là, tu ne vas plus chercher dans les bases de données. Ouais. Moi, je le fais quand même régulièrement. Ben, tu sais, vu que j'enseigne puis je donne des conférences, j'ai pas le choix de régulièrement regarder ce qui se publie, tu sais. Et c'est aussi quelque chose que j'aime. Moi, mon plus gros problème avec lire des articles, c'est que moi, j'appelle ça le rabbit hole de PubMed. Tu ouvres un article et là, tu lis, puis là, oh, lui, il cite un autre, puis là, tout d'un coup, ma fenêtre a genre 25 articles ouverts. Puis là, c'est toujours un cauchemar de filtrer ça. Mais, comme tu dis, je pense pas que c'est obligatoire de lire des articles. Je pense que c'est bien de s'initier, d'essayer de régulièrement le faire, même si on ne se trouve pas super bon. À la limite, de se faire proposer des articles d'emblée, de ne pas avoir le travail de recherche à faire soi-même sur PubMed, par exemple. Puis sinon, peut-être à un niveau qui est plus accessible, c'est les résumés d'articles. Fait qu'il y a du monde qui font des résumés d'articles, il y a différentes organisations qui font déjà de la vulgarisation scientifique. Des fois, c'est des experts qui vont résumer des articles. Par exemple, moi, sur ma page, je le fais des fois. Je pense que dans ton infolette, tu le fais aussi des fois de sortir certains points clés des articles quand tu fais des recommandations de lecture. Fait qu'il y a moyen d'avoir accessibilité à la lecture, entre guillemets, d'articles scientifiques sans devoir se taper la lecture complète. Exactement. Il y a beaucoup de ressources pour ça. Puis je pense que de rester un minimum proche de la littérature, c'est-à-dire de consommer des résumés d'articles scientifiques, pas nécessairement en allant les chercher par soi-même, c'est quand même important pour prendre le pouls de la profession puis se dire, OK, là, je reste quand même ancré un peu dans le scientifique un peu plus pur et dur. Tu sais. Oui, absolument. J'aimerais ça qu'on parle des défis en lien avec la pratique basée sur les données probantes ou les obstacles, parce qu'il y en a. Sinon, tout le monde ferait à peu près les mêmes pratiques. Tout le monde serait d'accord sur le consensus de telle pathologie. Puis je cite souvent une revue systématique qui est assez récente, qui était publiée en 2019. C'est Joshua Zalro, puis c'est publié dans British Medical Journal. Puis il avait étudié des physios dans une centaine de pays, si je ne me trompe pas. Je l'ai écrit... non, excuse-moi. Une centaine d'études dans plus de 20 pays. Puis il essayait de voir est-ce que les physiothérapeutes pratiquent selon les données probantes. Puis il y avait quand même 43% qui faisaient des interventions non recommandées. Puis ça, c'est une étude que j'ai déjà citée dans d'autres épisodes pour juste démontrer le fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour amener l'ensemble des professionnels de la santé. Mais spécifiquement, nous, on parle de notre communauté de physio, à pratiquer selon les meilleures pratiques puis à réduire la quantité d'interventions à faible valeur thérapeutique qui sont faites. Donc, tout ça pour m'amener à la question suivante. C'est quoi les obstacles à développer une pratique basée sur les données probantes? C'est quoi les obstacles à la formation continue, les obstacles à rester à jour justement sur ces notions-là? Selon moi, le premier, puis c'est souvent nommé, c'est le manque de temps. Fait que c'est vraiment, ça prend du temps de
s'asseoir, de faire une formation, de se renseigner un petit peu, d'écouter un podcast, etc. Puis c'est pas tout le temps déjà intégré dans l'horaire. Hein. Tu sais, les patients sont déjà mis dans l'horaire, mais la formation continue, c'est nous qu'il faut l'ajouter à Ouais. nous-mêmes. Là. Fait que je pense que c'est ça le premier obstacle. Fait que manque de temps, ou en tout cas ne pas prendre le temps de. Mm-hmm. Ensuite, il y a quand même une surcharge d'informations. Hein. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, que ce soit dans les bases de données, sur les médias sociaux, les podcasts, etc. Fait que de naviguer à travers ça, ça peut être lourd parfois aussi. À l'Université Laval, ils nomment ce concept-là info-obésité. Ah ouais? Ouais. Comment? Info-obésité. Ah ouais, comme la surcharge d'informations, la Exactement. difficulté à gérer, filtrer tout ça. En plein ça. Fait que là, ça vient créer de la confusion. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important? Comment je fais pour filtrer un peu cette information-là? Puis retrouver l'information que moi j'ai besoin, que moi je veux, tu sais. Fait que je pense que cette surcharge d'informations-là, cette info-obésité, je pense que ça serait un deuxième obstacle qui est assez important aussi. Il y a de la difficulté à interpréter la recherche. Hein. C'est ça qu'on disait un peu, là, de lire un article ou lire un résumé. OK, mais moi, comment je juge que, par exemple, le devis de recherche répond bien au but? Est-ce que leurs méthodes statistiques sont appropriées? Est-ce que les résultats, je peux m'y fier? Est-ce qu'il faut que j'attende qu'ils soient reproduits? Est-ce que ça a déjà été reproduit? Fait qu'il y a beaucoup de questions puis de difficultés à interpréter tout ça, qui vient mettre un obstacle de plus, je pense, dans les roues. Puis le quatrième que j'identifierais, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure aussi, c'est il y a un besoin, il y a un devoir de s'adapter aussi puis d'avoir une flexibilité dans la pratique clinique. Parce que c'est une chose de savoir c'est quoi les données probantes, puis c'est une autre chose de les appliquer après dans la pratique quotidienne. Fait que c'est toujours de rester à jour puis de faire des modifications dans tes patrons cliniques quotidiens aussi. Ouais, tout à fait. Puis un des points, moi j'avais déjà lu un petit peu là-dessus parce qu'on s'intéressait à la clinique à savoir, quand on fait de la formation, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour s'assurer que ça s'intègre? Parce que c'est une chose faire de la formation, mais il y a certaines études qui montrent que la formation continue, des fois, ça change peu la pratique des gens. C'est comme la formation de base à l'école, puis des premières années qui vont vraiment nous modeler. Puis après ça, c'est très dur de changer les pratiques des gens. Fait qu'on essayait de rendre la formation continue efficace. C'est-à-dire, on veut que ça change la pratique des gens quand on identifie qu'il y a mieux à faire que ce qu'on fait. Puis une des choses qui ressortait, c'est les suivis sur la formation. Fait que de faire du mentorat, de faire des retours de formation une fois que la formation a été donnée, puis même des fois 2, 3 fois. Parce que c'est faux de penser que de suivre une formation, tu retournes dans ta clinique puis tu es capable de tout intégrer. Ça marche pas comme ça. Fait qu'il faut être capable d'avoir du recul, de pratiquer certains concepts, d'essayer d'intégrer ça, puis après ça, de un peu arriver à un mur où on a besoin de revenir avec un mentor, d'en discuter puis de trouver des solutions pour être capable de l'intégrer. Fait que ça, c'est une des choses qui ressortait dans la littérature qui était où il avait pris 2 groupes pour comparer qui va avoir la meilleure rétention ou la meilleure applicabilité d'une formation continue. Fait que ceux qui ont un suivi versus ceux qui font juste faire le cours puis qui font rien, ça avait vraiment une plus-value. Fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant. Exactement. Un autre facteur intéressant dans cette ligne d'idées-là, c'est comment je vais consommer ma formation continue, par exemple. Est-ce que c'est un cours en présentiel où j'ai un mentor en avant, puis j'écoute, puis je prends des notes, puis je comprends activement? Ou est-ce que j'ai les mains à la pâte, là, puis là, j'essaie les techniques, que j'essaie de répondre à la question que la personne en avant va avoir posée? Est-ce qu'on a des sous-groupes pour interagir ensemble? Est-ce que j'ai du temps moi-même pour réfléchir à la question aussi? Ouais, des histoires de cas, Exactement. des choses comme ça. Exact. Puis il y a aussi l'aspect, tu sais, ça fait un peu un lien avec le point que je disais, l'organisation à l'intérieur des milieux pour la formation continue. Fait que par exemple, est-ce que tu as du monde à l'intérieur d'un milieu, que ce soit une clinique, un réseau de cliniques ou par exemple dans un centre de réadaptation si on est dans le réseau public, est-ce qu'il y a du monde que leur job, c'est d'organiser la formation continue, de veiller à ce que ça réponde aux besoins des cliniciens et des cliniciennes par rapport à leurs défis en clinique. Donc, est-ce qu'on est capable de matcher les besoins des physios avec l'offre de formation? Puis aussi, est-ce qu'il y a de l'organisation à structurer les suivis par rapport à ça pour l'intégration des apprentissages? Fait que, il y a comme un lien avec le mentorat à travers tout ça. Puis d'avoir du monde que c'est leur job de s'assurer que les cliniciens et les cliniciennes sont capables d'intégrer et d'avoir de la formation qui répond à leurs besoins aussi. Exactement. Ça assure aussi la pérennité du projet parce que tu as une structure qui est mise en place puis qui est là constamment pour guider, que ce soit le nouveau praticien qui vient d'entrer ou le professionnel de la santé expérimenté aussi. T'sais. Ouais. C'est pas une question que j'avais planifiée, mais ça m'a fait penser à un point. Si on était à Tout le monde en parle, j'appellerais ça la question qui tue, mais selon toi, tu sais, là où, avec ta perspective puis ton intérêt aussi pour
les données probantes basées avec le travail que tu fais, puis Overview que tu as fondé. Tu crois que ça revient à qui la responsabilité d'avoir des physiothérapeutes qui sont selon les meilleures pratiques, qui pratiquent selon les meilleures données probantes? Fait que, tu sais, est-ce que c'est une responsabilité individuelle? C'est moi, Alexis, comme clinicien, c'est ma responsabilité de me former. Est-ce que c'est la responsabilité de mon milieu de travail, le boss de ma clinique ou je sais pas moi, mon gestionnaire dans mon hôpital que je travaille? Est-ce que c'est la responsabilité de l'association professionnelle, comme l'Association québécoise de physio? Est-ce que c'est la responsabilité de l'ordre professionnel? Comment tu vois ça, toi? En tant que professionnel de la santé, on est imputable de nos actes. Hein. Fait qu'on est tout le temps responsable de ce qu'on va faire. Moi, je pense que la responsabilité majeure, c'est aux professionnels de la santé. C'est individuel, mais qu'il y a beaucoup de facteurs facilitateurs qui peuvent être mis en place pour justement aider. Que ce soit la structure de la clinique qu'on disait, la forme de mentorat qui va être récurrente, les offres de cours par l'association, par exemple. C'est toutes des choses qui peuvent faciliter. Fait que je pense que c'est un devoir individuel qui est facilité par le milieu professionnel. Ouais, absolument. Tu sais, dans le sens. Puis, tu sais, c'est comme. Ça revient à une responsabilité partagée, mais qui doit être menée par l'individu parce que c'est toi, au final, qui est le pratiquant. Puis, en fait, c'est toi qui est le clinicien, puis qui est responsable du résultat des soins offerts à tes patients. Exactement. Tu sais, c'est ton jugement clinique au final. Là. Ouais. Fait que c'est à toi de le développer aussi. J'avais déjà eu ces discussions-là, justement, dans les différents congrès avec d'autres physios un peu crinqués comme nous autres, là, qui aiment bien avoir des discussions comme ça. Puis, un des points que j'avais trouvé très intéressant, c'est que, puis c'était une opinion que j'avais pas vue, c'était comme un angle mort auquel j'avais pas pensé, mais tu sais, des fois, on a l'impression, quand on fait ces congrès-là, qu'on est comme une petite gang à vouloir très, très, très fort tirer la profession vers le haut. Puis je pense que justement, quand les individus prêchent par l'exemple, ça amène les gens à vouloir se tirer vers le haut. Fait que si ça devient, entre guillemets, la mode ou ça devient la chose cool de pratiquer selon les données probantes, puis de consommer de l'information, des podcasts, puis de se tenir à jour, je pense que ça va juste donner l'exemple à ce que les gens veuillent atteindre ce type de pratique-là, ce type d'avoir cette valeur-là, tu sais, puis que les nouveaux gradués, quand ils sortent de l'école, si c'est ça les exemples qu'ils ont devant eux, ben c'est ça qu'ils vont avoir envie de faire. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ben oui, il faut toujours être proactif puis donner l'exemple. Ça, je suis 100% d'accord aussi. Puis ça permet de voir, OK, ben ça, c'est mon objectif, par exemple, de me tenir à jour, de rester un petit peu plus proche des données probantes, d'avoir une pratique basée sur les données probantes aussi. Puis là, ben, les moyens vont déjà être en place, la structure aussi un petit peu plus, tu sais, s'il y a déjà des physios qui le font puis qui donnent l'exemple par rapport à ça. Fait que ça fait une belle piste de solution, là. Ouais. Un des points aussi que je crois, tu sais, quand on parle d'obstacles, des fois, ce qui est rapporté, tu as parlé du temps, tu sais, puis des fois, en fait, comme physio, puis je sais pas si c'est la même chose dans les autres domaines de la santé, mais j'aurais tendance à croire que oui, on peut pas s'attendre à être payé 100% du temps de tout ce qu'on lit puis qu'on se forme. Il faut qu'il y ait un peu... Tu sais, il faut que ça vienne de l'intérieur, faut que ce soit valorisé pour chaque individu de vouloir se tenir à jour puis de s'intéresser à savoir les meilleures pratiques. Parce que des fois, c'est une des choses qui est rapportée, c'est comme ben, la formation continue, c'est la fin de semaine, puis je ne suis pas payé nécessairement, ou il faut que je fasse ça sur mon temps. T'sais, c'est en partie vrai des fois, mais en même temps, je pense que quand on est passionné par un métier, on ne peut pas le faire 100% tout le temps pour la rémunération. Puis il faut qu'il y ait une partie de vouloir le faire qui soit parce que c'est important pour nous, puis parce qu'on aime ça, puis parce qu'on veut être le meilleur pour les patients et les patientes qu'on voit en clinique. Mm-hmm. Ça apporte d'une motivation intrinsèque. Puis, encore une fois, ça peut être facilité aussi par le milieu. Ouais. Si, par exemple, tu as une banque d'heures X par mois, par 3 mois, pour te tenir à jour, ben là, c'est sûr que ça facilite. Fait que ça revient un peu à la structure qu'on disait tout à l'heure aussi pour faciliter ça, la pratique basée sur les données probantes. Mais oui, je pense que ça part de l'individu beaucoup, puis que faut pas s'attendre à ce que 100% du temps en formation continue, ça soit toujours rémunéré non plus. Aujourd'hui, je pense pas que c'est réaliste. Non, exactement. OK, super. Ce serait quoi, tu sais, là, on a beaucoup parlé du point de vue des professionnels de la santé, mais il y a beaucoup de gens qui consomment des soins de santé qui, eux, valorisent l'aspect scientifique, les données probantes. C'est important pour eux d'avoir des soins adéquats puis d'avoir les meilleurs soins possibles. On a de plus en plus une population qui
essaient de consommer de l'information en lien avec sa santé, qui recherchent eux-mêmes, du monde qui veulent s'investir eux-mêmes pour améliorer leur santé, peu importe le domaine. Puis des fois, les gens, ils nous arrivent même en clinique, puis ils disent « Hey, j'ai lu telle affaire, je veux savoir si c'est bon. Hey, j'ai trouvé tel exercice, qu'est-ce que tu en penses? » Fait que les gens, ils s'investissent là-dedans. C'est quoi l'avantage pour un patient qui a un problème neuromusculo-squelettique, par exemple, qui consulte un physio? Ce serait quoi l'avantage pour lui de chercher ou de vouloir trouver un physio qui a une pratique basée sur les données probantes? Au final, c'est quoi les avantages pour le patient? En étant basé sur les données probantes, ben, le clinicien a plus de probabilité d'effectuer des traitements qui sont un peu plus efficaces puis de moins faire des traitements un peu moins efficaces. Fait que pour l'efficacité du traitement, je pense que c'est important pour le patient aussi puis que ça peut être favorable à ça. Ça peut parfois, peut-être, dire aussi qu'il y a une réduction du temps de traitement aussi qui est liée à ça. Fait que ça, je pense que c'est super intéressant de ce point de vue-là. Ça peut faire aussi des soins qui sont plus personnalisés parce qu'on a dit la pratique basée sur les données probantes, oui, c'est les données probantes, mais c'est aussi l'expertise du professionnel de la santé puis les préférences du patient. Fait que de s'assurer que, OK, il y a une prise en charge active, il y a une collaboration puis que le plan de traitement il est fait en collaboration avec le patient, ça rentre aussi là-dedans. Fait que d'avoir des soins personnalisés aussi. Ça peut faire contribuer en partie aussi à de la transparence puis avoir une relation de confiance avec le clinicien parce que si, en posant une question à mon professionnel de la santé, je le challenge un peu, je lui demande de justifier ses choix thérapeutiques puis j'ai une réponse solide de l'autre côté, bien là, ma relation de confiance est encore plus importante, tu sais. Moi, j'ai tendance à inviter les patients à poser des questions pour... Tu sais, c'est pas nécessairement le but de... Tu sais, j'appellerais pas ça confronter, tu sais, ou se mettre en opposition, mais de poser les questions, c'est comme, OK, mais tu m'enseignes tel programme d'exercice, pourquoi? Comment ça va m'aider? Je pense que moi, c'est sûr que ça augmente l'adhérence au plan de traitement, ça augmente la compréhension de pourquoi on le fait, puis veut pas, ça va générer un peu plus de motivation à faire le plan de match. Et en général, ben, le résultat final, c'est que les gens ils vont mieux un peu plus vite. T'sais. Exact. Tu sais, de comprendre ce que tu fais puis pourquoi, ça l'aide après à le faire pour vrai puis être impliqué activement. Oui, absolument. Puis ça remonte un peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi de l'engagement actif du patient envers son plan de traitement. Fait que de bien comprendre, ben là, je suis plus impliquée. Puis, tu sais, toute la partie d'autogestion, c'est pas de l'autogestion passive, là, c'est que le patient soit mieux outillé pour être activement impliqué dans sa réadaptation puis dans la gestion de sa douleur aussi. Fait que ça, c'est une partie intéressante, là, l'engagement actif. Oui, absolument. Ce serait quoi des questions clés que les patients pourraient avoir en tête quand ils se disent « OK, moi, j'essaie de trouver un physio là, qui s'intéresse aux données probantes, qui essaie de se tenir à jour puis qui va me donner un plan de traitement qui a probablement de l'allure. » C'est quoi les questions que les gens ils peuvent avoir en tête, soit à poser quand ils appellent dans une clinique, soit à poser à leur physiothérapeute ou à quelqu'un dans leur entourage pour essayer de trouver un physio qui a vraiment de l'allure pour les aider dans leurs problèmes? C'est une question qui est difficile, je trouve, à répondre. Puis j'ai hâte de voir ton avis par rapport à ça aussi. Je pense que de se renseigner par rapport à la formation continue puis la formation de base qui a été effectuée, ça te donne quand même un bon portrait général de la qualification du professionnel qui est devant toi. Fait que de questionner ça. Je pense que de questionner l'efficacité, tu sais, comment on mesure l'efficacité d'un traitement aussi, c'est important d'avoir des données objectives. Fait que de questionner, OK, mais comment on sait que je me suis améliorée? Tu sais, quelles mesures on va prendre? Fait que c'est une amplitude de mouvement, c'est une force, c'est une échelle de douleur. Juste de savoir ça, qu'il y a une mesure qui est prise dans le temps pour voir l'évolution objective. Je pense que ça rentre là-dedans aussi. Puis, tu sais, d'aller chercher aussi l'implication. Là. Fait que comment mon professionnel va s'assurer que je suis impliquée dans la prise de décision partagée puis le plan de traitement collaboratif aussi. Je pense que ça pourrait être une autre bonne question. Mais j'ai hâte de t'entendre. Ben, j'en ai pas mis sur papier en tant que tel. Je pense que moi, puis là, il faut comme que j'essaie d'enlever les notions que j'ai déjà en tête puis me mettre dans la peau d'un patient. Mais si, mettons, j'avais à conseiller quelqu'un, parce que les gens ils m'écrivent souvent pour me demander connais-tu un physio dans telle région, qui peut m'aider? Puis des fois, j'en connais pas dans certaines régions. Puis je leur dis, OK, ben appelez dans les cliniques, puis voici les questions à demander pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait être un bon fit pour vous aider. Fait qu'en général, le premier point, je vais avoir tendance à parler justement de la formation puis des formations faites. Fait que déjà, la formation continue, ben ça peut peut-être être intense de demander combien d'heures par année vous faites, mais ça peut quand même donner une idée de est-ce que de la formation continue est faite régulièrement ou est-ce que c'est genre le minimum des... Je pense que c'est 45 heures aux 3 ans là, qu'on doit faire pour l'ordre. Ce qui est,
pas beaucoup, on s'entend. Là. Je pense qu'en clinique privée, en général, les gens ils vont faire plus que ça, là, en moyenne. Fait que ça, ce serait peut-être un élément. Après ça, moi, j'aurais tendance à demander c'est quoi votre approche ou c'est quoi qui est impliqué dans le plan de traitement en général dans votre clinique. Fait que, tu sais, nous, les coordonnateurs, coordonnatrices à la réception, quand ils appellent à notre clinique, quand les gens appellent à notre clinique, ils savent comment répondre à cette question-là. Si les gens demandent, tu sais, c'est quoi comment vous traitez, tu sais, qu'est-ce que vous faites exactement concrètement. Fait que, d'avoir une idée, qu'est-ce qui va se faire, de s'assurer que on maximise l'autonomie des patients, qu'on leur donne beaucoup d'outils, que les gens ils vont comprendre leurs conditions, que les gens ils vont avoir un diagnostic par rapport à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'ils vont avoir des outils. Moi, je leur demande, je leur suggère aussi de demander est-ce que vous donnez concrètement un plan de traitement? Est-ce que vous l'écrivez sur une feuille? Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on fait pour savoir combien de temps on va se voir, combien de fois il faut se voir, puis qu'est-ce qui va être impliqué en tant que tel? Ou qu'est-ce qui va être inclus plutôt comme type de traitement. Fait que moi, juste parce que moi, c'est ce que je donne à mes patients concrètement à l'évaluation. Fait qu'ils repartent avec une feuille sur laquelle c'est vraiment écrit plan de traitement pour patient XY. Puis là-dessus, on a l'explication du problème, on a les objectifs du patient. Puis les objectifs, c'est pas genre ne plus avoir mal, là, comme de comprendre la raison profonde pour laquelle le patient vient. Fait que ne plus avoir mal pour être capable de reprendre le tennis parce que c'est ça que t'aimes, peu importe. Puis après ça, ben, je leur dis, bon, moi, pour un problème comme ça, j'estime que ça va te prendre peut-être, je sais pas moi, 4 à 5 rendez-vous sur peut-être 2-3 mois. Voici comment je te propose qu'on les échelonne dans le temps. Qu'est-ce que tu en penses? Le plan de match pour les traitements, c'est qu'on fasse ça. Chez toi, tu fais ça. Comment tu vois ça? Pour moi, c'est ça un plan de traitement. Il y a une discussion avec un patient. Fait que je proposerais aux gens de poser cette question-là quand ils cherchent un physio pour comprendre un peu comment les gens ils décident du plan de match. Je l'aime vraiment. J'avais pas pensé à cette question-là, mais ça permet d'avoir un portrait concret de ce qui va être fait, puis de comprendre où est-ce qu'on est en ce moment, puis où est-ce qu'on s'en va aussi. Exact. J'ai l'impression que ça donne... c'est comme il y a une transparence aussi avec les gens pour leur dire voici où je m'en vais, puis tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de non-dit par rapport à combien de temps on va se voir. On n'a pas la boule de cristal, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout le temps combien de temps ça va prendre, mais avec l'expérience, plus on avance en années d'expérience, on a pas mal une idée, OK, un mal de dos comme toi, j'en ai vu genre plusieurs dizaines, puis ça prend environ tant de temps, j'ai besoin de les voir tant de fois. Voici ce que je te propose, est-ce que ça te va? Mm-hmm. Fait que je pense que ce serait ça, mes questions principales. J'aime bien. Avant de conclure, j'aimerais ça qu'on parle de trucs pratico-pratiques. On a déjà parlé des options qui s'offrent aux gens. Peut-être on pourrait faire comme le top 3 de la personne qui veut commencer un pas en avant, puis à migrer vers une pratique de plus en plus basée sur les données probantes, ou qui veut juste, c'est ça, prendre un pas vers l'avant par rapport à ça. Ce serait quoi comme ton top 3 trucs pratico-pratiques, puis peut-être qu'on peut refaire un lien avec certains éléments qu'on a déjà discutés pour les cliniciens et les cliniciennes qui veulent faire ce pas-là vers l'avant. Je pense que la chose qu'on a parlé, l'obstacle principal, on a dit, c'est qu'on manquait de temps. Fait que je pense que le truc pratico-pratique 1, ça serait de prendre le temps. Fait que de céduler un bloc, que ce soit une fois par semaine ou par 2 semaines ou par mois, un bloc de temps qui est dédié à cette pratique fondée sur les données probantes-là, à rester à jour aussi. Puis, tu sais, on n'a pas parlé aussi, mais c'est peut-être une parenthèse que je ferais. Tu sais, c'est une chose d'être à jour, puis c'est une autre chose de rester à jour aussi. Ouais. Fait que, tu sais, après avoir fait une formation, ben, on est à jour pour aujourd'hui, tu sais. Mais dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on sera peut-être plus à jour, tu sais. Fait que de prendre vraiment un temps dédié à chaque période X de temps, je pense que c'est ça le truc pratico-pratique numéro 1, c'est le plus important. Tu sais, moi, le point qui vient d'allumer dans ma tête par rapport à un truc pratico-pratique pour les gens, c'est impliquez-vous dans une forme de communication, que ce soit de faire de la vulgarisation scientifique, que ce soit d'offrir du mentorat dans votre clinique, que ce soit de présenter sur un sujet. Tu sais, par exemple, vous dites, OK, toute ma gang, là, dans 2 mois, je vous fais une présentation sur le genou. Puis là, je vous dis les top nouvelles recherches sur le genou. D'enseigner à l'université ou d'enseigner en formation continue, parce que de présenter dans des conférences, des congrès, des webinaires, parce que moi, c'est ma façon de rester à jour. Toutes les activités de communication scientifique que je fais, que ce soit en enseignement ou avec le podcast ou dans des congrès, c'est ce qui me fait lire des articles. Je ne sais pas si j'en ferais autant
si je m'impliquais pas là-dedans. Puis en même temps, j'aime ça faire ça, fait que c'est comme deux vecteurs qui s'additionnent, là. Mais pour les gens qui ont une petite flamme ou d'intérêt envers la communication, le transfert de connaissances, je pense que ça peut vraiment être un vecteur intéressant pour indirectement nous forcer, entre guillemets, à se tenir à jour. Mais ça ne devient pas vraiment... c'est pas une pression externe de se forcer pour le faire quand tu aimes ça parce que le résultat, c'est enseigner ou partager à des collègues. Exactement. Puis de le faire en petit groupe aussi, je trouve que c'est une formule super gagnante parce que il y a une personne qui va leader, par exemple, un peu ça. Comme un journal de lecture, là, un journal club. Exactement. C'est ça que j'avais noté. Ouais. Exactement. Ben, ça permet d'en faire bénéficier tout le monde. Puis au final, ben, il y a une personne qui a un petit peu fait préparer, qui a lu l'article, qui va préparer une petite présentation, mais les prochaines fois, ça va être d'autres personnes. Fait que ça te permet vraiment de, en groupe, rester à jour plus facilement, puis que ça soit un mode, par exemple, qui est adapté dans toute la clinique aussi, fait que ça fait un peu de standardisation aussi en même temps. Je suis bien d'accord avec toi. Je termine avant qu'on parle d'overview, puis d'un petit cadeau surprise qu'on réserve aux auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Je te lance quelques petites questions à rafale qui vont un peu surfer sur les points qu'on a discutés aujourd'hui, juste pour avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit « Lire un article scientifique, c'est trop long, c'est trop plate, je comprends rien. » Lis-le pas au complet. Va chercher quelqu'un qui l'a lu pour toi puis qui l'a synthétisé. Fait que d'accéder, de suivre des gens qui font des résumés d'articles, puis que tu sais que ces gens-là ont la formation rigoureuse puis la compréhension pour le faire. Exactement. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « Je n'ai pas le temps du tout pour écouter des podcasts ou je ne sais pas par où commencer pour trouver le temps. Est-ce que je devrais mettre 1 heure, 2 heures par semaine? » Comment tu conseillerais aux gens de commencer ça? Ça dépend tout le temps des objectifs, puis ça dépend des outils qui vont être utilisés. Tu sais, plus l'information est déjà synthétisée, puis que tu sais que ça vient d'une source fiable, scientifique, puis rigoureuse, ben plus ça te permet de gagner du temps. Fait que je dirais, essaye d'augmenter l'efficacité de ton temps. C'est probablement dans l'organisation de la chose. En plein ça. Ouais. Fait que d'aller chercher peut-être directement les résumés d'articles qui ont été faits par une autre personne, d'aller chercher un podcast qui est super spécialisé dans la question que tu t'intéresses en particulier pour aller chercher une vaste gamme d'informations. Essaye d'optimiser ton temps pour que par exemple, 1 heure, 1 fois par mois, il soit le plus rentable possible en termes d'informations que tu vas recevoir pour ça. Fait que consomme ton information comme tu veux la recevoir. Si tu veux mettre moins de temps, vas-y avec quelque chose de déjà plus vulgarisé puis déjà prêt à être consommé. Versus ton article scientifique, des fois, qui est plus long, justement, à synthétiser, à lire, puis à... Exact. Puis qu'est-ce que tu réponds pour conclure à un physio qui dit « Moi, là, ça fait 10-15 ans que je pratique. J'ai compris comment ça fonctionne, la physio. Pas besoin de ça, moi, la formation continue. » La science, elle évolue tout le temps. Sinon, ça serait pas de la science. Fait que c'est important de se tenir à jour. Super. Pour conclure, le fil conducteur avec tout ça, toi, tu as fondé Overview, qui est le commanditaire partenaire principal du podcast pour l'année. J'aimerais ça savoir, en lien avec le sujet d'aujourd'hui, toi, d'où est venue la motivation à créer ça? D'où vient l'idée un peu? Puis concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça répond à quel besoin? Comment ça fonctionne? Un cours 101 sur Overview pour les gens qui ne connaissent pas ou qui connaissent déjà, mais qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Mm-hmm. Pendant mes études universitaires, en physio ou dans la maîtrise de recherche aussi, moi, je cherchais cette ressource-là. J'étais sûre que ça existait déjà. Fait que là, j'allais chercher à quelque part d'autre. Puis au final, je ne l'ai jamais trouvé, cette ressource-là. Fait que j'ai dit, OK, là, il nous faut ça. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il la crée, fait que je l'ai créé. L'idée de base, là, c'était d'aller prendre le pouls de la littérature scientifique, prendre le pouls des données probantes rapidement puis efficacement pour qu'on l'applique directement dans le quotidien. Fait que c'est d'aller chercher la vue d'ensemble, dans le fond, des données probantes dans un domaine spécifique qui est plus la réadaptation musculo-squelettique. Cette vue d'ensemble-là, c'est le nom, dans le fond, c'est Overview aussi, exactement. Fait que c'était vraiment ça, l'idée de base, de faire en sorte que rester à jour, ça soit simple et efficace, puis qu'on puisse avoir une vue d'ensemble des données probantes sur une question en particulier. Fait qu'avoir une réponse précise à une question précise aussi. Fait que l'objectif d'Overview, ça a été créé pour répondre aux besoins de rester à jour avec les données probantes, dans l'objectif final d'améliorer la qualité des soins, de favoriser la qualité des soins aussi. Fait que dans le fond, t'es comme les autres entrepreneurs qui
avaient besoin d'une patente. La patente n'existe pas, fait qu'ils ont décidé, moi, je vais la créer, cette patente-là. Mais souvent, ça vient de ça. Hein? Il y a plein de gens qui créent quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, dans le commerce du détail, quand les gens ils vont créer un vêtement X, c'est comme ce vêtement, je l'ai de besoin pour telle activité, ça n'existe pas, donc moi, je vais le créer. Fait que c'est exactement ça qui a fait émerger ce projet-là qui est maintenant ton entreprise. Exactement. Puis là, concrètement, Overview, c'est quoi le contenu en tant que tel? T'sais, quand les gens, en fait, puis comment ça fonctionne, le mode d'abonnement? Fait que si les gens ils veulent s'abonner, puis c'est qui spécifiquement à qui tu t'adresses pour, en fait, tes clients cibles, si on veut dire? T'sais, la mission d'Overview, c'est de faciliter le transfert de connaissances de la recherche à la clinique en réadaptation musculo-squelettique. Fait que c'est pour les physiothérapeutes, bien sûr, les technologues en physiothérapie. C'est pour aussi les professionnels de la santé parce qu'en général, c'est de la réadaptation musculo-squelettique. Fait que moi, quand il y a un guide de pratique qui va être synthétisé, ben, les critères d'inclusion, c'est que ça soit pertinent pour un professionnel en physiothérapie, mais ça peut être pertinent pour d'autres professionnels aussi. Fait que majoritairement, les professionnels en physiothérapie, professionnels de la santé en général aussi, c'est super pertinent. Fait que sur la plateforme d'Overview, toi, tu répertories tous les guides de pratique clinique qui existent, puis tu fais un filtre chaque année, ben en fait régulièrement durant l'année pour toujours le mettre à jour. Puis les gens, ils peuvent chercher par pathologie, par région du corps pour savoir, bon, OK, pour les tendinopathies à l'épaule, qu'est-ce que les guides de pratique disent? Pour les fractures de cheville, qu'est-ce que les guides de pratique disent, etc. En plein ça. Overview, c'est un site Internet qui synthétise tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Fait que le concept de synthèse, ben, ça se divise comme en 2 branches. La première branche, c'est tous les résumés des guides de pratique clinique. Fait que là, par guide de pratique, tu as directement ton résumé des recommandations. C'est super facile à consommer, puis c'est déjà synthétisé. Puis la deuxième branche, c'est ça qui est le plus intéressant et le plus innovant selon moi, c'est d'aller chercher par pathologie toutes les recommandations de tous les guides de pratique clinique qui ont été publiés dans les 10 dernières années. Fait que c'est une image, c'est une figure. En X, tu as tes guides de pratique clinique des 10 dernières années. En Y, c'est les interventions qui ont été recommandées par les guides de pratique. À l'intersection entre les deux, ben, tu as un point quand il y a une recommandation qui a été émise par le guide de pratique pour cette intervention-là. Ton point est vert si l'intervention est recommandée pour toutes les personnes avec cette pathologie-là. Il est jaune si c'est pour un sous-groupe de personnes en particulier. Puis il est rouge si l'intervention n'est pas recommandée. Puis là, ton degré d'opacité, là, plus ta couleur est foncée, plus ta force de recommandation est élevée. Fait que c'est des forces de recommandation de élevées, modérées, faibles ou basées sur les bonnes pratiques. Fait que directement avec une figure, puis ça c'est vrai pour toutes les techniques d'évaluation, puis en traitement, là, en soins conservateurs aussi, tu as une figure qui te dit qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui est moins efficace, qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui n'est pas connu en ce moment aussi, par pathologie. Fait que c'est ça ton overview, ta vue d'ensemble des données probantes. Ça te permet de voir concrètement ce qui est recommandé et ce qui l'est moins. Puis moi, quand on s'est rencontrés puis que tu m'as parlé de ton projet, moi, j'étais complètement tombé à terre que ça n'existait pas, de un. Puis de deux, le travail de synthèse que tu avais fait, c'est vraiment phénoménal. Moi, je l'utilise, Overview, là, régulièrement. Tu sais, quand je veux un premier jet pour partir une recherche sur quelque chose, je vais aller regarder Overview. C'est comme, c'est rendu mon gold standard initial. Juste pour avoir comme tu dis, là, c'est vraiment une vue d'ensemble par rapport à ce que ça dit. Puis, tu sais, des fois, quand j'ai pas beaucoup de temps, là, j'ai 5 minutes, puis mettons, il y avait un patient qui avait une question, telle intervention, puis je suis comme, je sais pas vraiment telle intervention s'ils l'ont déjà recommandé ou non dans un guide de pratique. Mais justement, avec cette vue d'ensemble-là, en 2 secondes, tu as réponse à ta question. Ou si ça n'a pas été fait, ben là, tu sais que ça n'a pas été étudié. Fait que tu peux juste pas nécessairement conclure par rapport à l'intervention. Fait que non, je te félicite pour l'énorme travail que tu as fait avec Overview. Ben merci beaucoup, c'est super apprécié. Puis tu sais, c'est conçu justement pour être consommé dans le quotidien. Ouais, exact. Fait que pour être efficace, c'est disponible sur toutes les tablettes, puis sur cellulaire, téléphone, tablette, ordinateur aussi. Puis tu sais, objectivement, là, en chiffre Overview, là, en ce moment, là, c'est 2708 recommandations sur 121 guides de pratique clinique qui parlent de plus que 79 pathologies. Fait que, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Tu as vraiment une vue d'ensemble par rapport à ça. Puis la stratégie de recherche, tout ce beau contenu-là, il est tout le temps mis à jour à chaque mois. Fait que, tu sais, on parlait de toi qui fais ça, être là. à jour versus rester à jour. Exact. Ouais. Ça permet vraiment de rester à jour. Puis, donc, concrètement, si les gens, ils veulent utiliser Overview, en fait, tu sais, au final, là, la
conclusion, avant même de parler de ça. La conclusion de notre conversation, c'est que on cherche des façons de faciliter l'accès aux données probantes, mais Overview, ça répond à ce besoin-là. Fait que concrètement, si les gens ils veulent soit essayer la plateforme pour comprendre puis avoir un peu une idée de comment ça marche, ou si les gens ils veulent s'abonner, veux-tu nous donner les détails à savoir comment ça fonctionne? Pour s'abonner, c'est de se rendre directement sur le site d'Overview. Fait que c'est overviewguide.com. Il y a une section, dans le fond, s'abonner. C'est des abonnements soit de 3 mois ou de 12 mois. Ça a été conçu, dans le fond, pour être efficace puis le plus accessible aussi, pour que ça soit le plus répandu facilement. Puis il y a des tarifs, là, dans le fond, en fonction de ça. Puis il va y avoir un petit cadeau spécial à la fin qu'on va discuter tout à l'heure aussi. Puis les gens peuvent faire un essai gratuit. Il y a un essai gratuit une semaine. Fait que les gens, ils peuvent tester la plateforme, voir si ça répond à leurs besoins, s'ils sont capables d'aller chercher l'information comme ils veulent. Puis s'ils aiment ça, là, ils peuvent adhérer avec soit l'abonnement de 3 mois ou l'abonnement de 12 mois. Exactement. Excellent. Fait que là, c'est le temps de dévoiler le cadeau à ceux qui nous ont, qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin. On fait une promotion d'un temps limité avec Overview. Fait que déjà d'emblée, les auditeurs de Parle-moi de santé, ils peuvent utiliser un code promo qui était SANTE10, SANTE 10, pour avoir 10% de rabais sur l'adhésion à l'un des memberships. C'est quoi le terme francophone? Des abonnements. Des abonnements, merci. Et là, on fait une promotion d'un temps limité. Veux-tu nous donner les détails de cette promotion du temps limité? Fait qu'en plus de la semaine d'essai gratuite, on offre dans le fond un code promo qui va être SANTE20, SANTE 20, pour avoir une réduction de 20% dans le fond sur tous les types d'abonnements, fait que ce soit le 3 mois ou le 12 mois. Puis c'est à durée limitée, dans le fond. Fait que pour en profiter, c'est à l'intérieur des 30 jours après la publication de l'épisode. Exact. Fait que là, l'épisode, normalement, là, je pense qu'il va sortir début mi-septembre 2024. Fait qu'à partir de la date de diffusion de cet épisode-ci, on va avoir 30 jours, fait qu'un mois pour profiter de cette édition limitée. Donc, si vous écoutez ça le 26 juillet 2026, la promotion est passée. Mais sinon, les gens auront quand même le code SANTE10 qui donne quand même un 10% de rabais. Mais ils n'auront pas le double d'avantages avec la promotion d'édition limitée. Amélie, c'était vraiment un plaisir. Est-ce que tu aurais peut-être des messages clés que tu aimerais que les gens retiennent avant qu'on conclue notre épisode en lien avec la discussion d'aujourd'hui, des points qui te sont chers que tu aimerais que les gens retiennent principalement? La pratique basée sur les données probantes, c'est important. Essayez de prendre le temps de vous tenir à jour, puis Overview est là pour vous aider pour ça, fait qu'hésitez pas, on vous invite vraiment à aller explorer ces nouveaux outils-là puis voir comment ça peut vous aider dans le quotidien. Super. Donc, longue vie à Overview et merci encore une fois d'être déplacé pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci. Super belle conversation. J'étais vraiment content. Ça m'a fait plaisir. Salut.